Je n'aurais jamais imaginé qu'à 66 ans, je perdrais complètement l'ouïe, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 4 mois après avoir contracté une très mauvaise infection. Je m'appelle Mina, et tout ce chaos a commencé lorsque je me suis réveillée un matin à l'hôpital, incapable d'entendre quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de gens à qui parler de toute façon. Ma fille Lucie et moi n'avions pas échangé un mot depuis des années, pas depuis le décès de son père, mon mari. Toute cette situation me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Lucie est apparue chez moi quelques jours à peine après les funérailles, exigeant que je vende notre maison familiale et que je lui donne la moitié de tout ce que son père avait laissé derrière lui. Je me souviens l'avoir regardée, choquée qu'elle puisse être aussi froide à ce sujet. Lucie, lui ai-je dit, ton père m'a tout laissé dans son testament. Tu auras tout de toute façon quand je ne serai plus là. Tu es mon unique enfant, pourquoi es-tu si pressée ? Cette réponse ne lui a pas dit tout plaît. Ce n'est pas juste, a-t-elle crié. J'ai ma propre famille à qui penser. Je ne peux pas simplement rester assise à attendre que tu mères. Ce furent les derniers mots que nous avons échangés avant qu'elle ne parte en ronde. Après cela, nous avons vécu des vies complètement séparées, elle avec son mari Michel et leurs enfants dans une maison louée de l'autre côté de la ville, moi seule dans la grande maison où j'avais vécu avec son père pendant plus de 40 ans. Puis est venue l'infection qui m'a pris mon audition. J'étais allongée dans ce lit d'hôpital, me sentant plus seule que jamais, quand Leslie est soudainement apparue dans ma chambre. Elle avait un bloc-notes avec elle, et je l'ai regardé écrire quelque chose avant de le tenir devant moi pour que je puisse lire. « Maman, tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi maintenant. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Peut-être étaient-ce les médicaments, ou peut-être étais-je simplement fatiguée d'être seule, mais je me suis surprise à hocher la tête. Avant que je ne m'en rende compte, je l'avais invitée, elle et toute sa famille, à venir vivre avec moi. Lucie, Michel, leur fille de 18 ans Audrey et Thomas, 14 ans, ont tous déménagé de leur logement loué pour s'installer dans ma grande maison de campagne. J'ai même donné à Lucie l'accès à mon compte bancaire pour qu'elle puisse gérer toutes les factures et les courses, non seulement pour moi, mais pour eux tous. Je pensais que ce serait plus facile ainsi, puisque je ne pouvais plus rien entendre et que les courses ou la gestion des paiements étaient devenues un véritable défi. Les premières semaines de cohabitation ont été étranges, mais Lucie a vraiment tenu parole concernant les soins qu'elle me prodiguait. Chaque matin, elle allait faire les courses, s'assurant d'obtenir tout ce dont nous avions besoin. Elle préparait 3 repas par jour, nettoyait la maison de fond en comble et ne se plaignait jamais quand j'avais besoin d'aller à un énième rendez-vous médical. Ces rendez-vous sont devenus une partie régulière de notre routine. Lucie me conduisait à la clinique, attendait avec moi sur ses inconfortables chaises en plastique et m'aidait à communiquer avec les médecins. Nous avions mis en place un système où tout le monde écrivait des choses pour moi sur des bloc-notes ou leur téléphone, et je répondais en parlant, probablement trop fort, mais personne ne semblait s'en soucier. Je me souviens d'un rendez-vous en particulier qui a tout changé. Le médecin avait effectué toutes sortes de tests et j'espérais qu'ils auraient enfin de bonnes nouvelles. Au lieu de cela, il a écrit sur son bloc-notes « Je suis désolé, Madame Dupont, mais une prothèse auditive ne vous aidera pas dans votre cas. Nous devons continuer à rechercher la cause profonde de votre surdité avant de pouvoir travailler à restaurer votre audition. » J'ai dû fixer cette note pendant 5 bonnes minutes. Lucie a dû me tapoter l'épaule pour attirer mon attention, probablement inquiète de mon immobilité. Mais que pouvais-je dire ? C'était comme si quelqu'un venait de me claquer une porte au nez. De retour à la maison, nous nous sommes installés dans notre nouvelle façon de communiquer. La famille m'écrivait des notes sur tout, ce qu'ils voulaient pour le dîner, quand ils sortaient, si quelqu'un avait appelé. Je répondais en parlant, m'assurant de parler fort pour qu'ils puissent m'entendre clairement. Ce n'était pas parfait, mais nous y arrivions. Ma petite fille Audrey s'est avérée être une vraie bénédiction pendant cette période. Elle a remarqué à quel point je m'ennuyais et est apparue dans ma chambre un jour avec sa tablette. « Grand-mère » a-t-elle écrit, « laisse-moi te montrer quelques applications cool que je pense que tu aimeras. » Elle a passé des heures à m'apprendre à utiliser différents programmes, me montrant comment télécharger des livres, jouer à des jeux et même regarder des films avec des sous-titres. J'ai dû quitter mon emploi à l'université, ce qui a été plus difficile que prévu. J'y enseignais la littérature depuis des années, non pas parce que j'avais besoin d'argent, Thomas m'avait laissé plus que confortable avec son héritage, mais parce que j'aimais ça.
me tenir devant ces étudiants, discuter de grandes œuvres littéraires, voir leur visage s'illuminer quand ils comprenaient enfin un passage complexe, c'était ce qui me faisait sortir du lit le matin. Mais on ne peut pas enseigner quand on ne peut pas entendre ses élèves. J'ai essayé de me convaincre que je pourrais y arriver d'une manière ou d'une autre, mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Comment pourrais-je mener des discussions? Comment pourrais-je répondre aux questions? Comment pourrais-je savoir si un étudiant avait des difficultés si je ne pouvais pas l'entendre essayer d'attirer mon attention? Alors maintenant, mes journées sont différentes. Je passe la plupart de mon temps à lire des livres, à la fois physiques et numériques sur la tablette qu'Audrey m'a donnée. J'ai découvert que l'Internet est un endroit assez incroyable quand on n'a que du temps devant soi. J'ai trouvé des sites web sur tout ce qu'on peut imaginer et j'ai même rejoint des clubs de lecture en ligne où tout est écrit plutôt que parlé. Vivre dans le silence vous fait remarquer des choses que vous auriez pu manquer auparavant. De mon fauteuil habituel dans le salon, j'avais une place aux premières loges pour observer la vie quotidienne de ma famille, même si je ne pouvais pas l'entendre. Lucie et Michel semblaient s'entendre mieux que jamais. Je les regardais dans la cuisine pendant le petit déjeuner, tête rapprochée, riant au-dessus de leur café. Lucie touchait le bras de Michel pendant qu'il parlait, et il lui souriait d'une manière qui me rappelait comment Thomas me regardait autrefois. Parfois, il me surprenait à les observer et me faisait signe, leur visage s'illuminant de sourires chaleureux. Les petits-enfants avaient aussi pris leur marque. Audrey passait beaucoup de temps dans sa chambre à étudier ou à travailler sur ses projets de photographie. Thomas était généralement collé à sa console de jeu dans le sous-sol, n'émergeant que pour les repas ou quand Lucie l'appelait à l'étage. Tout avait l'air si normal, parfait même. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Comme la fois où je suis entrée dans la cuisine pour prendre du thé et que Lucie et Michel avaient ce qui semblait être une conversation intense. Quand ils m'ont vue, ils ont tous les deux souri largement, trop largement, mais leurs yeux se sont rencontrés au-dessus de ma tête d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Ou comment parfois, quand ils pensaient que je ne regardais pas, ils échangeaient ces sourires entendus tout en jetant des coups d'œil dans ma direction. J'ai essayé de me ressaisir. Après tout, pourquoi se moquer de moi? Lucie prenait si bien soin de moi, cuisinant mes plats préférés, gardant ma chambre impeccable, s'assurant que je prenais tous mes médicaments à temps. Et Michel n'avait été que serviable, réparant des choses autour de la maison et installant même de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans ma salle de bain. Mais ses regards, ses sourires, ils continuaient à me tracasser. La façon dont leurs expressions changeaient quand ils pensaient que je ne regardais pas, les regards rapides qu'ils échangeaient quand je leur demandais d'écrire quelque chose pour moi, la façon dont leur sourire n'atteignait jamais tout à fait leurs yeux quand ils étaient dirigés vers moi. « Arrête ça, me disais-je. Tu es juste amère parce que tu ne peux pas entendre. Tu imagines des conspirations parce que tu es frustré par ta situation. C'est ta famille, ils t'aiment. » Les semaines passèrent ainsi, avec moi remettant constamment en question tout ce que je voyais. Ce rire était-il vraiment à mes dépens? Cette conversation chuchotée s'était-elle arrêtée parce que j'étais entrée dans la pièce? Voyais-je vraiment de la moquerie dans leurs expressions ou tout cela était-il dans ma tête? Tu vins ce matin-là. Il devait être environ 6 heures du matin. Je dormais profondément quand quelque chose m'a réveillée en sursaut. Au début, j'étais confuse, désorientée. Puis j'ai réalisé ce qui m'avait réveillée, un klaxon de voiture résonnant bruyamment dans la rue. J'ai sauté du lit, déjà en train d'enfiler ma robe de chambre, prête à aller donner une leçon à ce conducteur inconsidéré. J'étais à mi-chemin de la porte de ma chambre quand ça m'a frappé, j'avais entendu le klaxon. Je l'avais vraiment entendu. Mes mains commençaient à trembler alors que je me tenais là, au milieu de ma chambre. Je pouvais entendre les oiseaux matinaux gazouiller dehors, le bourdonnement du système de chauffage, le grincement des vieux planchers sous mes pieds. Mon audition était revenue. Après 4 mois de silence absolu, je pouvais à nouveau entendre. Mon cœur battait encore la chamade d'excitation alors que je me dirigeais vers les escaliers. Je ne pouvais pas attendre pour annoncer à tout le monde mon miracle, que mon audition était revenue. Mais à mi-chemin dans l'escalier, j'ai entendu des voix venant du salon. Lucie et Michel étaient déjà debout, parlant à voix basse. « Je suis tellement fatiguée de tout ça, disait Michel, sa voix dégoulinante d'irritation. Combien de temps allons-nous devoir continuer à faire semblant? Faire semblant de se soucier de ta mère, agir comme si nous étions une grande famille heureuse.
J'en ai marre de marcher sur des œufs autour de cette vieille femme. Quand va-t-elle enfin mourir? Je me suis figée dans les escaliers, ma main serrant la rampe si fort que mes articulations sont devenues blanches. Mais ce qui a suivi était encore pire. « Sois juste patient », répondit Lucie, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Ce ne sera plus très long. Je vais dire, regarde là. » Elle a déjà perdu l'ouïe, c'est généralement le premier signe de déclin général chez les personnes âgées. Une fois qu'elles commencent à perdre leurs facultés, elles abandonnent généralement assez vite. Elle va probablement juste dépérir. Le monde a basculé sur le côté pendant un moment. J'ai dû m'asseoir sur les marches, mes jambes trop faibles pour me porter. Ma propre fille, ma propre chair et mon propre sang étaient assises là en bas, discutant calmement de ma mort avec son mari. Tous ces regards suspicieux que j'avais remarqués, je n'avais pas été paranoïaque après tout. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas m'effondrer là, sur le champ. Je me suis levée, j'ai redressé ma robe de chambre et j'ai descendu le reste des escaliers, entrant dans mes salons. J'ai pris soin de marcher lourdement, après tout, une personne sourde ne saurait pas marcher silencieusement. J'ai souri largement et j'ai pratiquement crié, comme je le faisais depuis 4 mois, « Bonjour !» Quelle belle journée! Ils ont un peu sursauté à mon entrée, mais se sont vite remis. Lucie m'a donné ce doux sourire faux que je reconnaissais maintenant trop bien, tandis que Michel hochait la tête avec enthousiasme. Mon Dieu, comment n'avais-je pas vu à travers cette performance avant? Cet après-midi-là, j'ai déterré mon vieux téléphone du tiroir et j'ai compris comment l'utiliser comme enregistreur vocal. Je n'étais pas sûre de ce que je ferais des enregistrements, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Chaque matin après cela, je glissais le téléphone dans la poche de ma robe de chambre et le laissais enregistrer tout. Les choses que j'ai entendues au cours des jours suivants m'ont rendu malade. Ce n'était pas seulement Lucie et Michel. Même mon petit-fils Thomas était dans le coup. Il rentrait de l'école, me regardait droit dans les yeux assise dans mon fauteuil et demandait fort « Et, la vieille sourde est toujours en vie ?» Lucie et Michel riaient comme si c'était la blague et la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. « Oui, fiston, » disait Michel en ricanant, « malheureusement, elle respire encore. »« Mon Dieu, elle est tellement agaçante », se plaignait Thomas en levant les yeux au ciel. « Tout doit être écrit ou mimé, c'est exaspérant. Elle ne peut pas juste comprendre les choses toute seule ?» Et à travers tout cela, il me souriait. Des sourires doux, des sourires attentionnés, des sourires patients, des sourires aimants. Il m'écrivait de petites notes me demandant si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais à l'aise, si je voulais une tasse de thé. Et tout ce temps, ils attendaient que je meure. Dieu merci pour Audrey. Au milieu de toute cette laideur, ma petite fille était la seule chose pure qui me restait dans la vie. Alors que tout le monde dans la maison jouait la comédie, la gentillesse d'Audrey était réelle. Je pouvais l'entendre maintenant dans sa voix, le voir dans ses actions et le sentir dans sa sincère préoccupation pour moi. Tous les 2 ou 3 jours, elle frappait à ma porte avec un nouveau livre sous le bras. « Grand-mère » écrivait-elle dans son carnet, « j'ai vu ça à la librairie et j'ai pensé à toi. » C'est l'histoire d'une femme qui voyage à travers l'Europe dans les années 1920. Je sais que tu aimes les histoires historiques. Elle avait raison, j'adorais ça. Et j'aimais comment elle faisait vraiment attention à ce que j'appréciais, contrairement à sa mère qui faisait seulement semblant de s'en soucier. Audrey s'asseyait avec moi pendant des heures, me montrant son projet de photographie sur son ordinateur portable. Elle avait d'un vrai talent pour capturer des moments qui racontaient des histoires entières en une seule image. Je pouvais entendre sa voix maintenant quand elle partageait ces choses avec moi, pleine de passion et d'enthousiasme. Mais je continuais à jouer mon rôle, lisant ses notes et répondant de ma voix trop forte. Ça me brisait un peu le cœur de faire semblant avec elle, la seule personne honnête dans cette maison, mais je ne pouvais pas risquer que les autres découvrent la vérité. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont elle prenait ma défense quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Un soir, j'étais dans ma chambre quand des voix se sont élevées du couloir devant ma porte. « Maman, tu dois arrêter de parler de grand-mère comme ça, » disait Audrey d'une voix ferme. Elle mérite mieux. Elle n'est pas juste un fardeau dont on attend de se débarrasser. Oh, chérie, mêle-toi de tes affaires, l'a congédiée Lucie. Va dans ta chambre et arrête de t'immiscer dans des choses qui ne te concernent pas. J'ai entendu Audrey partir en trombe, c'est pas lourd d'indignation adolescente. Par ma fenêtre,
Je pouvais la voir marcher jusqu'au banc du jardin où elle allait toujours quand elle était contrariée. Elle s'est assise là, essuyant des larmes de ses yeux, et j'aurais voulu pouvoir lui dire à quel point j'étais fière d'elle, à quel point j'étais reconnaissante pour sa défense de moi. C'était étrange de voir comment Audrey avait fini par être si différente de sa mère. Là où Lucie était calculatrice et froide, Audrey était chaleureuse et sincère. Là où Lucie me voyait comme un fardeau à endurer, Audrey me voyait comme une personne à chérir. Darsois, je me surprenais à étudier son visage, essayant de trouver des traces de la jeune femme gentille que Lucie avait été autrefois, avant que l'argent et la cupidité n'empoisonnent son cœur. Avoir Audrey de mon côté rendait toute la situation un peu plus supportable. Oui, je vivais dans une maison pleine de gens qui attendaient que je meure, mais au moins j'avais une alliée. Une personne qui me voyait comme plus qu'un simple inconvénient ou une source d'héritage. Une personne qui se souciait vraiment de moi. C'est incroyable ce que les gens diront devant quelqu'un qu'ils pensent ne pas pouvoir les entendre. J'étais assise à ma place habituelle dans le salon, faisant semblant d'être absorbée par mon livre, quand Lucie et Michel ont commencé à parler d'argent. Mon argent, pour être précise. Alors, combien as-tu réussi à sortir jusqu'à présent ? Demanda Michel nonchalamment, comme s'il discutait de la météo. Il était affalé sur le canapé, les pieds sur ma table basse. Lucie feuilletait quelques papiers, probablement mes relevés bancaires. Environ 25 000 € jusqu'à présent. J'ai failli laisser tomber mon livre, mais je me suis rattrapée juste à temps. 25 000 €? Il m'avait volé 25 000 €? Michel a ricané. C'est tout? Allez, Lucie, tu dois être plus agressive. Cette vieille bique a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire. Elle ne remarquerait même pas si tu prenais 2 fois ce montant. Je gardais les yeux fixés sur mon livre, tournant une page lentement, jouant mon rôle. À l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre. Ce n'est pas si simple, dit Lucie, semblant agacée. Maman a des alertes mises en place sur son compte pour les gros retraits et les transferts. Si on dépasse certains montants, elle recevra des notifications. Elle est peut-être sourde, mais malheureusement, elle n'est pas aveugle. Il doit être prudent. Ouais, soupira lourdement Michel. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas aveugle aussi. Ça rendrait les choses tellement plus faciles. J'ai dû lutter pour empêcher mes mains de trembler. Ma propre fille et son mari, assis là à discuter de combien ce serait pratique si je n'étais pas seulement sourde mais aussi aveugle. Je me demandais s'il y avait une limite à leur cruauté. Plus tard ce même jour, je faisais semblant de faire une sieste dans mon fauteuil près de la cuisine quand je les ai entendus recommencer. L'enregistreur dans ma poche captait chaque mot. J'ai remarqué que tu achetais ces steaks bio de luxe, disait Michel. Ils se vinrent cher. Ce n'est pas un peu trop chic pour ta mère ? Lucie a ri, ce rire faux et cristallin qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Oh, s'il te plaît. J'achète toutes les bonnes choses pour nous et je lui prends les trucs les moins chers que je peux trouver. Des marques génériques, de la viande soldée, tout ce qui est en promotion. Elle ne peut pas faire la différence de toute façon. Elle est tellement reconnaissante que quelqu'un cuisine pour elle. Ils se sont tous les deux tournés pour me regarder alors, et je pouvais sentir leurs yeux sur moi tandis que je faisais semblant de dormir. Ils ont commencé à rire, ne prenant même plus la peine d'être discrets. Après tout, pourquoi se donner la peine d'être silencieux autour d'une femme sourde ? Regarde-la, ricana Lucie. Elle dort comme un bébé. Elle n'a aucune idée qu'on mange du filet mignon pendant qu'elle a droit à du hamburger en promotion. Pour moi, elle a quelque chose à manger, bloussa Michel. C'est déjà mieux que ce qu'elle mérite. J'ai gardé ma respiration régulière, mon visage détendu, tandis que mon estomac se retournait de dégoût. Le pire n'était même pas l'argent. Ce n'était pas la nourriture bon marché ou le vol ou la tromperie. C'était d'entendre le plaisir absolu dans leur voix alors qu'ils discutaient de la façon dont ils profitaient de moi. Ils ne me volaient pas simplement par désespoir ou par besoin. Ils en profitaient. Ils s'amusaient à se moquer de la vieille dame sourde qui les avait accueillis dans sa maison. 3 semaines avant mon anniversaire, Lucie m'a tendu une note pendant le petit déjeuner. Son écriture était particulièrement soignée, comme si elle avait pris un soin particulier. « Maman, je veux t'organiser une grande fête d'anniversaire. On invitera tous tes amis et ta famille. Tu mérites d'être célébrée.
J'ai souri et hoché la tête avec enthousiasme, criant ma réponse comme d'habitude. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Comme c'est attentionné de ta part. Mais je savais mieux maintenant. Il ne s'agissait pas de me célébrer. Il s'agissait de faire un spectacle. Lucie voulait des témoins de son acte de fille dévouée. Peut-être essayait-elle de s'établir comme la fille attentionnée devant tout le monde, ou peut-être voulait-elle démontrer quel fardeau j'étais et à quel point elle gérait noblement la situation. Les préparatifs ont battu leur plat. Lucie a passé des dizaines d'appels téléphoniques, que je pouvais maintenant entendre parfaitement, invitant des gens et organisant tout. Elle a commandé un traiteur coûteux, engagé des décorateurs et même fait venir un photographe professionnel. Rien que de meilleur pour l'anniversaire de sa chère vieille maman. Le jour de la fête est arrivé et notre maison s'est remplie de parents et de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. Certains d'entre eux semblaient mal à l'aise d'écrire des notes pour communiquer avec moi, mais ils faisaient l'effort. Pendant ce temps, Lucie voltigeait comme l'hôtesse parfaite, la fille dévouée. Maman a été une telle inspiration, disait-elle à tout le monde, la voix épaisse d'une émotion feinte. Prendre soin d'elle n'est pas un fardeau du tout, c'est un privilège. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire. J'étais assise là, à ma place d'honneur, souriant et hochant la tête, jouant mon rôle de mère sourde reconnaissante. À l'intérieur, je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse mettre fin à cette mascarade. Puis Thomas, mon petit-fils, a baissé les lumières et a lancé un diaporama qu'il avait préparé. Des photos de notre heureuse famille ont rempli de mire. Lucie m'aidant dans le jardin, Michel me faisant la lecture, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en réalité. Thomas et Audrey assis avec moi sur le porche. Chaque photo était parfaitement mise en scène et chacune avait des légendes mielleuses comme « L'amour ne connaît pas de limites » et « La famille, c'est pour toujours superposé sur elle ». Je pouvais entendre l'écho et les reniflements des invités qui regardaient. Ma cousine Patricia essuyait des larmes en disant à quel point c'était merveilleux de voir une famille si dévouée les uns aux autres. Ma vieille amie de l'université, Marthe, ne cessait de tapoter la main de Lucie, lui disant quelle fille extraordinaire elle était. Le diaporama s'est terminé par une photo de nous tous ensemble, ressemblant à la famille parfaite et aimante, avec les mots « Nous t'aimons », grand-mère scintillant à travers l'écran. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez. Je me suis levée lentement, mon enregistreur toujours bien caché dans ma poche, contenant des semaines de preuves de leur véritable nature. La pièce est devenue silencieuse tandis que tout le monde se tournait pour me regarder, s'attendant probablement à un genre de discours de remerciement émotionnel. « J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous », ai-je dit, ma voix claire et assurée. Plus d'excès, plus de gestes exagérés. Je suis capable d'entendre depuis les 6 dernières semaines. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Lucie a pris la couleur du lait tourné. Michel avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Thomas s'est figé, la main encore sur l'ordinateur portable, la bouche grande ouverte. Avant que quiconque ne puisse se remettre de mon annonce, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. « Aisez des preuves de tout », ai-je dit en appuyant sur play. La pièce s'est remplie de la voix de Lucie, ce ne sera plus long. Cette vieille femme va bientôt abandonner. Puis Michel, combien as-tu pris jusqu'à présent ? 25 000 ? Ce n'est rien, prends en play. La cruelle blague de Thomas a résonné à travers les haut-parleurs, et la vieille sourde est toujours en vie. Les enregistrements ont continué encore et encore. Chaque commentaire méchant, chaque blague cruelle, chaque conversation sur le vol de mon argent. Tout a été dévoilé devant notre public stupéfait. Certains de mes amis se couvraient la bouche d'horreur. D'autres regardaient simplement Lucie et sa famille avec dégoût. Je me suis tournée vers mon cousin Robert, qui était avocat depuis 30 ans. « Robert, j'aimerais retenir tes services. Je veux porter plainte contre ma fille et son mari pour maltraitance envers une personne âgée et fraude financière. » Robert s'est levé immédiatement, le visage durci par la colère. « Ce serait un plaisir, Mina. Je le ferai pro bono. Ce qu'ils ont fait est méprisable. » Lucie a bondi, le visage strié de larmes. « Maman, s'il te plaît, tu prends tout hors contexte. On plaisantait juste, on ne le pensait pas vraiment. Sortez, ma voix était calme mais ferme. Sortez de ma maison tout de suite. Vous tous. Prenez vos affaires et partez.
Ils sont partis ce soir-là. Lucie pleurait encore, Michel silencieux et fulminant, Thomas se faufilant derrière eux comme le lâche qu'il était. Seule Audrey est restée, tenant ma main à travers tout cela. Une semaine plus tard, Lucie a remboursé chaque centime qu'elle avait volé, tous les 25 000 €. Je soupçonne que les menaces d'action en justice de Robert y étaient pour quelque chose. J'ai décidé de ne pas porter plainte après tout, non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je les voulais complètement hors de ma vie. Un procès aurait signifié des mois ou des années à traiter avec eux devant les tribunaux. Au lieu de cela, je suis allée voir mon notaire et j'ai fait modifier mon testament. J'ai officialisé le fait que Lucie était complètement déshéritée. Elle ne recevrait pas un seul centime après ma mort. J'ai veillé à ce que tous nos parents et amis soient au courant. Personne ne m'a blâmé. Ils avaient tous entendu les enregistrements. Quant à Thomas, je n'ai pas pu me résoudre à lui pardonner non plus. Certains m'ont dit que je devrais lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il n'avait que 14 ans, mais je n'étais pas d'accord. 14 ans, c'est assez vieux pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. 14 ans, c'est assez vieux pour comprendre que souhaiter la mort de sa grand-mère n'est pas une blague. Certaines des choses qu'il a dites à mon sujet étaient pires que ce qui sortait de la bouche des adultes. Mais Audrey, ma douce Audrey, s'est avérée être ma planche de salut. Quand elle a été acceptée à la Sorbonne, j'ai payé ses frais de scolarité en totalité. Elle a emménagé dans les résidences universitaires, loin de ses parents toxiques, et elle vient me rendre visite tous les week-ends qu'elle peut. Nous passons des heures à parler de ses projets de photographie, de ses cours, de ses rêves d'avenir. Hier, j'ai finalisé mon Nouveau Testament. Tout ce que je possède, la maison, les économies, tout ira à Audrey quand je ne serai plus là. Elle est la seule qui m'a montré un véritable amour, la seule qui m'a défendu même quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. C'est elle qui le mérite. Vous savez, c'est drôle. Lucie a passé des années à manigancer pour mettre la main sur mon argent, et tout ce qu'elle avait à faire était d'être un être humain décent. Si elle m'avait montré ne serait-ce qu'une fraction de l'amour sincère qu'Audrey m'a témoigné, elle aurait tout hérité de toute façon. J'ai peut-être perdu une fille, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la vérité. Et en Audrey, j'ai trouvé le genre de famille que j'ai toujours voulu, une famille basée sur un amour véritable, pas sur la cupidité et la tromperie. Fin de l'histoire.